Plusieurs unités spécialisées de la police nationale d'Haïti seront bientôt dotées d'un nouvel uniforme. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la PNH, Franz Lerbourg. Les unités concernées par ces dispositions sont la compagnie d'intervention et de maintien d'ordre CIMO, la brigade de recherche et d'intervention BRI, l'unité départementale et de maintien de l'ordre UDMO et le SWAT Team. L'uniforme, ça n'a pas là, ça c'est maillot, nouveau maillot BRI, ça est tenue légère que monsieur a metté. Là que il n'y a pas en opération commandée. Maintenant, l'uniforme, ça, lui-même, voilà, c'est toujours pour l'abri, ok? Bidi ou a même couleur, ok? Bidi ou a même couleur, ça veut dire, m'a parlé de pantalon, ça c'est pour l'abri. Ça c'est pour BIM. BIM a changé uniforme tout, voilà. Ok, ça c'est dossier, hein. Ça c'est passant, ok. Voilà, ok. Et ça c'est pour GIPNH que nous relais SWAT. Il n'est pas écrit SWAT là dans le pas doit vraiment m'intéresser. D'accord? Mais le logo SWAT là c'est là. La police c'est Paul là, ok, GIPNH. C'est nouveau uniforme que les gens pour travailler avec eux. Sitôt que je viens présenter là, parce qu'il y a une instruction déjà qui passait pour ça. Le Bureau des mines et de l'énergie a remis à des compagnies étrangères 2 permis d'exploitation pour des gisements d'or et de cuivre. Ces ressources minières, localisées dans les départements du Nord et du Nord-Est, sont évaluées à environ 12 milliards de dollars. Alors qu'Haïti est souvent présenté comme le pays le plus pauvre de l'hémisphère, la nature veut prouver le contraire. Dans les départements du Nord et Nord-Est, des gisements d'or et de cuivre ont été localisés. Ces ressources aurifères et cuprifères sont évaluées à plus de 12 milliards de dollars, a en croire le directeur du Bureau de mines et de l'énergie. Et pour rendre utile au pays cette importante découverte minière, l'UDNER Remarais a remis ce vendredi à 2 compagnies étrangères 3 permis d'exploitation. Nous permis pour une société les Delta minières qui a signé une convention avec l'État haïtien. Permis ça sont permis pour l'or qui a 5 ans d'exploitation. Il y a 2 autres permis que nous remettons, c'est la société Somine, qui sont sociétés canadiennes. Eh bien, 2 permis, c'est une pour l'or, c'est une pour le cuivre. Pour ça que nous connaissons, pour ça que nous avons pour nous dire population haïtienne, ça c'est 3 quêtes d'achat l'année. Donc, c'est une grande joie pour nous que le secteur minier haïtien l'y sorti dans l'énergie que le connaît depuis plus d'une trentaine d'années. Donc, pour nous commencer, prenons l'autre cap. Plus important que le forage et le processus d'exploitation de ces mines, la question se pose sur le pourcentage qui en reviendra à l'État haïtien. En ce sens, une entente a déjà été trouvée entre les autorités et les exploitants miniers, indique l'UDNER Remarais. Le partage d'après la loi minière. Le partage se fera d'égal à égal à la société. Et comme coût d'exploitation n'a pas le droit de dépasser 60%, donc profit qu'a venu à l'État, c'est 20 pour la partie sociétaire et 20 pour l'État haïtien. Donc, partage a fait d'égal avec société, mais ce n'est pas là pour une question. C'est surtout coût d'exploitation, il y a près de 40% de coût d'exploitation qui a été dans le pays. Parce que pour avoir un emploi, pour créer, pour avoir un achat, pour avoir une acquisition, pour le faire. Daniel Haché, président et chef de mission de la compagnie canadienne d'exploitation Somine, explique que cette entreprise effectue déjà des travaux de prospection et de forage dans le Nord. L'année 2013 sera proactive, ajoute-t-il. On a déjà fait un programme de forage d'à peu près 8000 mètres dans les derniers 18 mois. Et on a eu des résultats impressionnants. Et on va continuer avec un autre programme en l'année 2013. Rappelons que dans les années 50, l'État haïtien avait octroyé des permis à 2 compagnies étrangères pour l'exploitation de la bauxite à Miragouane et du cuivre au Gonaïve. 2 accords qui n'ont rien rapporté au pays, souligne l'UDNER Remarais, avant de promettre que ce gouvernement fera mieux.
Une mission de 2 semaines dont l'objectif était d'étudier les possibilités de mettre en place un système national unique d'approvisionnement et de distribution de médicaments a été réalisée par un expert africain, Trapsida Jean-Marie, au ministère de la Santé publique. Selon la directrice des services pharmaceutiques au MSPP, Florine Joseph, cette démarche vise à permettre aux responsables sanitaires d'assurer une meilleure gestion des médicaments dans le pays. Le secteur pharmaceutique, c'est un secteur très complexe, très difficile à gérer. Le médicament, comme vous le voyez, c'est partout à travers le pays. C'est comme s'il n'y avait pas de contrôle. Pourtant, nous faisons de notre mieux. Il y a le secteur privé, il y a le secteur humanitaire, il y a le secteur public. Et à un niveau ou à un autre, il y a une gestion qui se fait. Et ça se fait au niveau national, au niveau stratégique. Malheureusement, nous n'arrivons pas à maîtriser comme il faut cette gestion du médicament, mais nous y travaillons. Et comme je viens de vous le dire, nous allons avoir cette structure qui va nous permettre, en amont, d'avoir la possibilité de rendre le médicament disponible et accessible à tous. Ceci va nous permettre, en aval, d'avoir moins de problèmes à gérer le médicament sur le territoire. Actuellement, nous sommes en train de réviser le cadre légal. Nous sommes en train aussi d'actualiser notre politique pharmaceutique nationale. Tout ceci va nous servir de référence pour mieux justement asseoir cette vision, cette nouvelle vision de la politique pharmaceutique qui répond à la vision du ministère de la Santé au sein même de la politique nationale de santé. Nous travaillons et nous voulons que la population puisse effectivement avoir accès à des médicaments de qualité. Pas n'importe quoi. Pas des médicaments qui nous arrivent de n'importe où et qui ne sont pas appropriés. C'est en ce sens aussi que nous avons récemment lancé notre première liste de médicaments essentiels qui répond aux besoins de la population, qui répond aux pathologies les plus courantes du pays. Et cette liste justement qui va servir d'outil de base, de référence pour tous ceux-là qui interviennent dans le secteur et qui veulent rendre disponibles des médicaments sur le territoire pour la population. Une rencontre s'est tenue ce vendredi entre le directeur du ministère de l'Éducation nationale et des directeurs de différents lycées de la capitale pour trouver de meilleurs mécanismes de gestion des écoles, tant sur le plan pédagogique que financier, selon Carole Bernadel, directrice adjointe du ministère de l'Éducation nationale. Mais que ce soit une maison ou un établissement scolaire, il faut avoir une bonne et saine gestion financière. Il faut préparer un budget, il faut rendre des comptes surtout. Il faut que vous ouvriez un compte la banque pour que l'argent la banque. Donc on essaie de mettre de bon ordre à tout ça. Que un directeur de l'école ouvre un compte sous nom l'école là et non sous nom directeur. OK? Et puis ensuite les gestion transparente de fonds de contribution scolaire, de fonds que l'État des fois mettait à la disposition du directeur, il faut qu'il rende des comptes. Le séminaire ça a fait pour que moun sa yo gen des outils nan men yo pour yo ka gérer l'école financièrement de façon saine et transparente surtout. Pour que tout public là, la presse, les parents sachent l'argent versé à l'école, voilà ce qu'on a fait, et puis sans juger. Le Fonds d'assistance économique et sociale FAES s'apprête à réhabiliter plusieurs salles de classe de l'École nationale Élie Dubois endommagées lors du séisme, avec un financement de la Banque interaméricaine de développement. Le directeur de la BID, Luis Alberto Moreno, et le responsable du FAES, Klaus Eberwein, ont visité cette école. Plusieurs acteurs ensemble, également les Architects for Humanity, qui seront la firme de supervision et d'études. Donc nous sommes très contents de pouvoir rénover cette école qui date de très longtemps, de 1913. Donc c'est un grand moment pour nous de pouvoir lancer ce projet.
et qui va pouvoir augmenter le nombre de salles de classe et donner accès à 250 jeunes filles et accès à la formation professionnelle. Nous sommes très heureux. Nous participons de la reconstruction de cette école et on vient avec M. José Andrés, qui est un des premiers chefs du monde. Il nous espère d'introduire à cette école un cours de gastronomie, de la cuisine qui est pas dangereuse. Et je crois que c'est très important. Haïti a beaucoup de problèmes de pauvres, mais les cultures, les cuisines est plus riche. Et je crois que nous devons appuyer toutes les choses pour améliorer la qualité de la culture qui est plus riche de l'Haïti.